devenu ce qu'est la maison de quartier actuellement, c'est-à-dire un lieu associatif pour les associations du quartier et pour les habitants du quartier, avec un peu comme fonction de permettre qu'il y ait des fêtes familiales le week-end, alors mariage, baptême, et à Bagatelle, énormément de gens ont été baptisés à la maison de quartier, se sont mariés à la maison de quartier, et hélas, des cérémonies de deuil à la maison de quartier, puisqu'on accepte aussi les cérémonies de deuil, ma foi, malheureusement quand elles se produisent. Donc ça c'est le week-end et la semaine pour les associations adhérentes. Il y a une quarantaine d'associations actuellement, soit qui sont des associations du quartier, soit adhérentes du quartier, soit agissant dans le quartier, qui sont présentes et qui ont des activités ici. Et c'est un lieu un peu unique, parce que c'est un lieu un peu indépendant. La maison de quartier n'a jamais eu de permanent, ne demande pas de subvention de fonctionnement, ce qui permet de préserver notre indépendance pour avoir après nous en propre des activités. Alors des activités comme on co-organise avec l'Université du Mirail aujourd'hui, on en fait un certain nombre dans l'année, sur des thèmes toujours très importants comme celui-ci. Je ne sais pas, il y a quelques semaines, on a fait la première réunion publique qu'il y a pu avoir sur l'Algérie avec un syndicaliste d'Oran. Là, on termine, c'est pour ça que tout n'est pas encore rangé, cliné, etc. On termine la Chorba pour tous, parce que depuis 23 ans, la maison de quartier organise la Chorba pour tous, c'est-à-dire pendant tout le mois du Ramadan, offrir un repas à toutes les personnes qui se présentent. Et ça a été jusqu'à lundi soir, entre 130 et 180 repas qui ont été servis tous les soirs. Donc c'est important comme activité. Et on fait après, à côté des débats, des projections de films avec, je sais pas, Ciné Palestine, des concerts, on fait beaucoup de choses, etc. Mais toujours préserver le lieu comme un lieu d'expression, un lieu de discussion, de confrontation, comme on n'est pas d'accord, mais toujours dans le respect de chacun, le respect de chaque opinion, permettre l'émergence d'expressions qui n'ont pas forcément la possibilité ailleurs de le faire. Bon, je vous invite vendredi prochain à partir de 19h, il y aura un repas partagé et un débat avec des gilets jaunes des quartiers, avec notamment un représentant du comité Adama qui descend de Paris, pour discuter de la problématique. Vous savez que depuis samedi, il y a le rond-point d'à côté, le samedi, et depuis un mois, le rond-point d'à côté qui est pas occupé, parce que les voitures circulent, enfin, je veux dire, qui permet un lieu de débat, je veux dire, avec les gilets jaunes. Voilà, à peu près pour vous présenter très rapidement. Après, pour dire qu'on est très heureux, donc, d'accueillir Maître Benara. Est-ce que... Hein? Berrada, oui, je m'excuse. Parce qu'il y a quelques mois, on a projeté un film où il était un des acteurs, je ne me souviens plus du titre, Ahmed pourra me le dire, sur le procès des frontistes dans les années 70. La Chambre Noire. La Chambre Noire, voilà. Je sais pas, vous le connaissez, donc vous étiez... Alors pour ceux qui étaient là, c'était un procès, un des procès importants des années 70, qui jugeait des militants progressistes marocains d'Il-Hammam, et vous étiez un de leurs avocats, et après vous remerciez d'avoir soutenu et défendu depuis les années 60 les droits de l'homme et l'universalité des droits humains partout, en France comme au Maroc. Merci à vous. Bon, bonsoir. Au nom des organisateurs de cette rencontre, que je qualifie d'événement exceptionnel, au moins pour les citoyens et citoyennes toulousains que nous sommes, et ceci pour deux raisons. La première raison, et on va y revenir, c'est que cette question soulevée dans l'essai de Rahim n'est pas étrangère à nous qui ont choisi de vivre en France en tant que Maghrébins et qui ont milité pour les droits humains. Deuxième élément important, et je m'arrête là, pour privilégier plutôt le dialogue et la parole à Rahim, j'ai deux grands souhaits. Le premier, c'est que ce livre doit être distribué très vite en France, parce que, enfin, nous avons un ouvrage que je qualifie d'un ouvrage à la fois
didactique, pédagogique et de support professionnel pour les acteurs de la laïcité. Moi-même, j'étais formateur dans la Ligue de l'enseignement et administrateur de la Ligue de l'enseignement pendant 15 ans. Nous avons manqué de cas concrets où le sacré prime sur le civil, sur la loi humaine, et comment nous avons beaucoup apprécié en tant que militants et militants des droits de l'homme de nous retrouver dans un espace laïque où l'expression plurielle est garantie par ce régime républicain laïque. J'ai une petite définition à vous faire partager pour vous dire combien est important le débat aujourd'hui sur la laïcité au Maroc et au Maghreb en général. La première, c'est que cette idée fondamentale défendue par Rahim, que la laïcité n'est pas contraire à l'islam, ce n'est pas une bataille contre une religion quiconque. Deuxième élément important, la laïcité autorise l'État à reconnaître que les religions sont compétentes pour gérer la sphère intemporelle, métaphysique, et du côté des églises, des religions, ils reconnaissent leur incompétence à gérer la cité temporelle. Donc je souhaite que ce livre doit se traduire vite en langue arabe, parce que c'est un débat aussi interne dans la société marocaine, et qui ne peuvent pas en grande majorité accéder au texte français. Je laisse la parole à Mukhtar Zakzoul pour animer le débat et poser les premières questions. Merci. Merci Habib. Merci à vous tous d'être présents. Je suis tout à fait personnellement ému d'être à côté de Mariam Rahim, personnage que j'ai découvert dans les années 70, de certains, au moment des grands procès. Il y a des personnes présentes qui sont venues, qui me rappellent cette période que je n'avais pas vue depuis donc, les années 70 pratiquement, et je les revois aujourd'hui. Je suis content pour rendre hommage à Abdelrahim, qui est une des plus grandes figures, à mon sens, au Maroc, au sens de combat pour les libertés individuelles et collectives. Donc Abdelrahim, déjà dans les années 50, en tant qu'étudiant à Paris, il a eu le privilège de rencontrer, débattre en tant qu'étudiant avec de grandes figures comme Ben Barka, comme Abdullah Ibrahim, comme Bouabid, etc. Et je le titillerai un peu sur ses souvenirs à un moment donné, si c'est possible, où le Maroc de l'espoir se préparait, et où, manifestement, et d'ailleurs il le dit dès les premières pages dans ce livre, la laïcité dans les courants politiques de gauche, et même peut-être pas tout à fait de gauche, était implicite. Tous étaient plus ou moins laïcs dans leur façon d'être, dans leur façon de concevoir le Maroc, mais le drame, c'est que ça n'a jamais été explicité dans aucun des programmes des forces politiques de l'époque. Nous essayons de comprendre le pourquoi, et du coup, pourquoi Abdelrahim Rada se dresse actuellement face à toutes les accusations qu'on opère face à la laïcité, soit par méconnaissance, soit par un intérêt idéologique ou politique. Et Abdelrahim va pas uniquement discuter le concept ou son histoire, tout ça est présent dans toute la première partie de manière, à mon sens, magistrale. Pourquoi ? Parce qu'elle est didactique. Ce livre n'est pas un livre de plus académique, j'en ai pas mal, vous en avez, sur la laïcité. Là, il prend un État, l'État marocain,
la société marocaine à bras le corps dans la deuxième partie, où il détaille pratiquement plusieurs aspects qui rendent la vie pénible à tous les Marocains. Pourquoi? Par manque de laïcité. Abdrahim considère qu'il est impossible de fonder un État démocratique sans laïcité. La laïcité, comme je dirais, puisque nous sommes en France, comme matrice fondamentale de ce que j'appellerais le triptyque que nous avons tous devant nos mairies, à savoir liberté, égalité, fraternité. Si l'un de ces trois manque, alors, pour citer mon poète préféré marocain, Abdelatif Labi, je dirais, elle jaunit, elle dépérit, elle se cadavérise. S'il manque l'un des trois, liberté, égalité, fraternité. Donc, la laïcité n'a pas besoin d'être un quatrième mot ou élément, c'est fondamentalement la matrice donc à ces trois. Je dirais la liberté de penser, et Abdrahim pas hésite, mais préfère la liberté de croyance, et nous discuterons à la limite ces termes, liberté de pensée, de conscience, de croyance. Pour le mot égalité, c'est l'égalité de droit des différents croyants et non-croyants, et des différents, je dirais, qui n'ont ni l'un ni l'autre. Fraternité entre tous ceux-là, quel que soit leur dogme, quel que soit leur non-dogme. Donc, ce livre est un livre de combat. Ça, il ne faut pas se leurrer. Je dis ce n'est pas un livre académique, mais c'est un livre de combat. Abdrahim est un combattant qui va venir interpeller les fanatiques de tous bords pour leur dire que ce n'est pas à vous que je cause, mais à tous les musulmans pacifiques, de bonne foi, aux intellectuels qui seraient un petit peu en manque de courage pour affirmer leurs propres convictions de manière publique, et puis tout un chacun de parmi nous. Si vous vous considérez spécialiste ou docteur laïcité, est-ce que ce livre va vous apporter quelque chose? Je vous dis oui. Personnellement, il m'a apporté beaucoup. Pourquoi? Parce que il remotive fondamentalement face à une sorte, comme je l'ai dit dans un texte précédent, une sorte de démobilisation de pas mal de nos intellectuels que, quand je discutais avec eux, ils me disaient le Maroc n'est pas prêt pour la laïcité. Comme si c'était quelque chose de très lointain. Abdrahim vient dire oui, la laïcité est possible et même sous la constitution actuelle, sous le fameux commandeur des croyants, à partir du moment où il lui change bien sûr son statut comme protecteur. Il y a un superbe chapitre sur cette question. Parce que certains disent oui, tant qu'on a un commandeur des croyants, on ne peut pas avoir la laïcité. Abdrahim ne vient pas uniquement faire une plaidoirie, il propose aussi des solutions que nous discuterons donc avec lui. Donc je ne vais pas décliner tout ce qu'il a fait. Déjà, comme j'ai dit, étudiant dans les années 50 à Paris, puis avocat au barreau de Paris de 61-66, et puis il a regagné le pays. Donc, je dirais, ce moment où le Maroc cherchait sa voie, se décidait, et juste, je pense au lendemain de la fameuse répression de mars 65, donc, qui a eu lieu à Casablanca, Abdrahim a défendu toutes les causes, disons, a défendu tout ce que le régime marocain a plus ou moins cherché à limiter, et la parole et l'action politique.
Je me rappelle qu'à un moment donné, beaucoup d'avocats avaient quitté la défense de leur client, entre guillemets. Le seul qui était resté parmi la centaine ou 150 avocats, c'était Abderrahim. Et ça, je resalue personnellement cet acte qui est resté, pour moi, c'était l'acte fondateur de l'homme que j'ai à côté de moi et pour son courage. Donc je dirais, merci Abderrahim. C'était pas prévu, donc c'est improvisé plus ou moins cette rencontre. Comme Abderrahim s'est trouvé dans la région, donc on a pensé profiter de sa présence et organiser donc cette rencontre et ce débat. Alors, après l'avoir remercié, je vais lancer donc un petit débat entre nous. Et après, je vous passerai la parole. Tu rends hommage à deux personnes